Comment l'univers est apparu? Quelle en est notre place? Et comment notre manière de l'observer a évolué dans le temps? Pour répondre à ces questions, Daniel Kunt est l'invité du jour. Bonjour à tous, bonjour Daniel Kunt. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission. On est très content de pouvoir vous avoir. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, quel métier vous faites? Qu'est-ce que vous faites en fait? Je suis astrophysicien. Ok, Voilà, donc je m'intéresse au ciel, Ouais. aux étoiles, aux galaxies. ouais, Et je travaille au CNRS. ok. En fait, je suis chercheur émérite, parce que je suis, voilà. Alors juste pour ceux qui ne savent pas, émérite, Chercheur émérite, ce sont les gens qui ont atteint, qui ont été rattrapés par l'âge de la retraite et qui continuent leur activité. C'est un des privilèges là, que l'on a quand on est universitaire ou quand on est chercheur au CNRS. C'est formidable. On continue à travailler. On perçoit pour les détails, on perçoit sa retraite, on y va d'une manière, ce que l'on met à notre disposition, ce que le CNRS met à notre disposition, ce sont pratiquement les mêmes conditions qu'autrefois, sauf qu'on n'est plus payé par le CNRS. Mais on a toutes les facilités pour interagir avec ses collègues, partir en mission, obtenir des crédits, continuer sa recherche, en fait, ce qui est formidable. Ok. Alors, vous faites un métier que je trouve assez fabuleux. Donc, c'est d'observer le ciel, d'observer les étoiles. Oui. Moi, c'est quelque chose c'est grâce au ciel que j'ai commencé à m'intéresser aux sciences. Parce que le fait d'observer un petit peu le ciel la nuit en plein milieu de la campagne, Oui. on se rend vraiment compte de toute la Voie lactée, de toute l'ampleur en fait de la quantité d'étoiles qu'on a. La beauté du cosmos, c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné. Le mot cosmos, ça vous évoque quoi, vous C'est une fleur qui s'appelle comme ça, cosmos. Une fleur qui s'appelle le cosmos? Oui, bien sûr, parce que cosmos, ça veut dire beauté, littéralement. D'accord. Beauté, perfection, ordre aussi. Ordre. Et donc, effectivement, nos ancêtres se sont quand même aperçus que le ciel était très, très ordonné, pas au sens où les étoiles ne sont pas alignées comme les militaires, mais on retrouve toujours le ciel de la même façon, nuit après nuit, il y a une certaine, quelque chose d'éternel qui se perpétue régulièrement. Et d'ailleurs, c'est quand il y avait un petit désordre dans le ciel que ça inquiétait les gens. Les éclipses, une comète, une étoile qui venait d'apparaître, un astéroïde, etc. Sinon, c'est vraiment le symbole de l'ordre. Il y a quelque chose qui respire la beauté et la tranquillité dans le ciel. Quand on regarde le ciel, on se sent apaisé. C'est rassurant, d'une certaine façon. C'est vrai que le ciel a ce côté fascinant et que les humains ont toujours en fait observé le ciel. Pas avec les outils qu'on a aujourd'hui, donc ils essaient de construire des théories. Donc à l'époque, c'était plutôt des mythes et des légendes. Comment est-ce qu'on se représentait le ciel en fait à cette époque, avant que... Oui. Vous avez raison de le dire comme ça, parce qu'il y a une rupture qui se fait au XVIIe siècle avec l'arrivée de la lunette, la fameuse lunette de Galilée. Mais avant, tout le monde était à égalité avec vis-à-vis du ciel, parce qu'on avait les yeux tous à peu près les mêmes, en général. Et donc, c'est quand même, le ciel est assez discret. Il ne dit pas beaucoup de choses, il est codé d'une certaine façon. Les étoiles, on ne sait pas quelle distance elles sont. Voilà. Mais entre parenthèses, vous êtes un privilégié quand même d'avoir observé la Voie lactée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne l'ont pas vue autrement qu'en image. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vivent dans les villes. Dans les villes, la lumière est parasite, elle empêche de voir la Voie lactée. On la voit très mal, on voit que quelques étoiles, une cinquantaine. Alors que dehors, à la campagne, pour peu qu'on s'habitue un petit peu à l'obscurité, on en voit 3000. Ouais. C'est pas une infinité. Quand on pose une question comme ça, vous voyez combien d'étoiles dans le ciel? La plupart des gens ont tendance à dire des millions. Non, à l'œil nu, on en voit à peu près 3000. On n'en voit que 3000. Que 3000, 3-4 000. Quand il fait... Ouais. On n'est pas de la Lune, parce que la Lune, elle éclaire aussi. Et évidemment, quand on voit la Voie lactée, on peut se dire la Voie lactée, ce sont des milliards d'étoiles, mais on ne les voit pas individuellement. On voit plutôt une sorte de nuage laiteux là, qui s'étend, qui forme une bande avec des parties sombres, des parties plus éclairées. C'est magique, ça. Ouais. Et c'est vrai que les gens, quand ils regardaient ça, ils pouvaient imaginer plein de choses, effectivement. Chaque culture, à des époques différentes, voyait des choses formidables. Par exemple, les constellations. Les constellations sont ces étoiles qui ont l'air de former une image. Alors, vous pouvez y voir un lion, un bélier, une figure mythologique, mythique, comme par exemple les Grecs voyaient un, chasseur dans la constellation d'Orion, suivi par son chien, Sirius. Et il y a des
Mais vous allez dans l'hémisphère sud, c'était les Aborigènes ou les Incas, les Aztèques, voyaient d'autres constellations, ce ne sont pas les mêmes, hémisphère nord, hémisphère sud. Et par exemple, vous avez une petite partie sombre dans la Voie lactée, c'était le sac à charbon, qui est vu comme ça. Ou alors qui était vu comme un lama qui avait donné un coup de pied dans la Voie lactée, et ça donnait naissance à un sac à charbon. Donc vous avez toutes sortes d'histoires qui étaient nourries par l'imaginaire de chacun, par les religieux, par voilà. Et en fait, à un moment, on pensait même que le ciel était un dôme qui était vraiment posé sur nous et qui... Pendant très longtemps, oui, pendant très longtemps, on pensait ça. Il y avait plein de représentations. Ouais. Vous avez, alors, le monde chrétien imaginait effectivement une sphère, comme ça, un monde clos. Mhm. Alors, avec les étoiles, d'ailleurs, on ne savait pas tellement ce que c'était. Hein. Ouais. Certains se sont représentés une sorte de voûte, vraiment au sens propre, une voûte céleste, comme on dit, hein, dure, solide. La dernière, hein, celle où il y a les étoiles, avec des trous. Et que derrière, vous aviez le feu de la création que l'on voyait à travers ces trous. Ça, c'était une des représentations. Que l'on voit d'ailleurs, parfois, on voit un personnage, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, qui est une gravure qui est assez... Paraît-il qu'elle a été faite par Flammarion lui-même, donc elle est plutôt récente, mais ça dit bien ce que ça dit. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui, tout d'un coup, veut savoir, il fait un trou, il regarde à travers ce firmament, et alors, qu'est-ce qu'il voit de l'autre côté ? Il voit des mécaniques, des rouages, etc. C'est donc le système qui fait tourner la Terre. Et puis, donc, ça, c'est la divinité de l'autre côté de la voûte. Et de notre côté, eh bien, on a tout ce que l'on connaît, les planètes, la Lune, etc. D'ailleurs, là, on a parlé de cosmologie, on a parlé aussi du cosmos. Mm-hmm. Il y a un autre mot qui a la même racine, c'est cosmogonie. Ça, comment est-ce qu'on peut le définir ? Alors, les cosmogonies, ce sont les représentations diverses du cosmos que l'on trouve d'un peuple à l'autre. Par exemple, la cosmogonie Dogon n'est pas la même que la cosmogonie des Inuits. Pour les Inuits, leur manière de se représenter le monde, c'est une grande tente. Ils sont au nord, hein, n'oublie pas. Oui. Donc une grande tente, et puis il y a un piquet qui traverse la tente, et ce piquet, là, il fait un trou. Le trou, c'est l'étoile polaire. Parce qu'eux voient cette espèce de monde qui tourne autour d'un axe. Voilà. Mais ils sont sous une tente. C'est une forme de tente. Voilà. Pour les Dogons, leur étoile, c'est pas l'étoile polaire, puisqu'ils sont quand même près de l'équateur, c'est Sirius. Ok. Voilà. Et ils ont toute une représentation du monde comme ça qui est assez extraordinaire et qui se retrouve même dans la manière dont les femmes Dogons sont coiffées. D'une certaine façon, c'est une sorte de miroir de ce qu'est. Ils coiffent certaines coiffures. Hein. Oui. Dogon représente en miroir l'état du ciel. Voilà, il y a toutes ces mythologies-là. Dans le monde chrétien, vous avez le bon Dieu qui est là-haut, et puis et la terre qui est au centre, effectivement, et qui reçoit comme réceptacle toute la considération divine. Et donc, pour les Indiens ou dans les hindous, vous avez des représentations où le monde est assis sur des tortues. Une tortue qui s'est posée dessus, laquelle tortue est sur une autre tortue, etc. Et jusqu'au bout, entre guillemets. Et c'est quoi à l'infini. Allez-y, c'est l'infini. Okay. Qu'est-ce que l'infini? Oui, là on part sur un autre... Ah bah oui. Mais alors, donc là on avait ces conceptions, mais en fait petit à petit on a fini par comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait le ciel, comment ça s'est fait en fait, comment est-ce que les premiers, je ne sais pas si on peut déjà parler d'astronomes, se sont intéressés au ciel avec une approche un peu plus scientifique? D'abord, c'est empirique au début. Hein. Quand même, nos agriculteurs se rendent compte qu'ils ne vont pas planter, semer n'importe quand. Oui. Donc on voit bien qu'il y a des régularités. Voilà, il vaut mieux pas. Et on sait qu'à un certain moment, dans quelques mois, on va pouvoir récolter, vendanger, par exemple, des choses comme ça. Donc je pense que l'agriculture a été une des motivations. On peut prendre l'exemple des Égyptiens. J'aime bien l'histoire des Égyptiens parce que c'est une société fluviale qui s'organise autour du Nil. Bon, et le Nil, quand même, de temps en temps, il y a des crues.
pas comme en ce moment, hein, des crues prédites. Ouais. Et les crues du Nil sont très importantes parce qu'évidemment, la vallée du Nil est large. Hein. Vous avez des villages, vous avez des terres, vous avez toute la civilisation égyptienne se nourrissait, se nourrit encore, par les produits qui sont cultivés, obtenus autour du Nil. Mais ce Nil lui-même, de temps en temps, tout d'un coup, il y a des crues qui arrivent. Les crues, elles viennent d'où? Elles viennent du centre de l'Afrique, au moment de la fonte des neiges, donc ce n'est pas perceptible par les gens qui vivent là. Oui. Ça se passe à 2 ou 3 000 kilomètres en amont. Mais lorsque ça arrivait, c'était fantastique, parce que ça apportait quoi? Ça apportait du limon fertile. Donc c'était très important. Et évidemment, ça balayait à peu près toutes les terres. Et quand le Nil revenait, il y avait du limon, il fallait redécouper les terres, redonner à chacun la parcelle qui lui revenait. C'est pour ça que la géométrie, pour l'origine, tous ces territoires et ces peuples d'Alexandrie, où vous aviez des géomètres et des gens dont le travail était de répartir, redonner à chacun ce qu'il voulait. Alors il fallait bien, les gens avaient observé ça, ils se disaient, on va savoir que... ils avaient remarqué que quand l'étoile Sirius se levait, juste un petit peu avant le lever du soleil, ça s'appelle le lever héliaque, Hélios du grec Hélios soleil, le lever héliaque, au moment où cette belle étoile, c'est une des plus brillantes du ciel, évidemment, se levait, eh bien on savait que peu de temps après, les crues du Nil allaient arriver. Et donc il avait été décidé que l'année, puisqu'on savait que ça revenait une fois par an, au bout de 365 jours, ils avaient observé ça, eh bien, l'année commençait au moment du lever héliaque. Pour eux, ils avaient 360 jours. Pourquoi? Parce que 360 jours, c'est pratique. 360, c'est un terme formidable. Ça se divise par 60, par 12, par 5, par 6, etc. Et or, justement, il y a aussi 12 lunaisons. 12 lunaisons, ou 13 à peu près, lors d'un cycle complet de la Terre autour du Soleil. Donc c'était facile, 360 jours. On revient à peu près au même endroit et on a divisé 360 en 12 mois, parce que 12 lunaisons. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des observations qui se sont faites petit à petit, hein, parce que vous aviez des gens qui étaient là, dont le travail, c'était d'être astronome et de regarder effectivement le déroulement des astres. C'était très important, parce que ça permettait d'en déduire plein de choses, de savoir quand est-ce qu'on allait faire la guerre aussi. Hein, Oui. Ah oui, parce que de temps en temps, il vaut mieux se cacher, donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas la pleine lune. Donc il faut savoir quand est-ce que vous aurez la pleine lune, la nouvelle lune. Et puis il fallait savoir prédire tout ça. Donc les astronomes à l'époque étaient liés aux religieux, parce que le ciel c'est quand même le lieu du sacré par excellence, et liés aux souverains, aux puissants. En Chine, pareil. En Chine, l'astronome était l'astronome de l'empereur, qui avait lui-même une fonction divine. Donc il avait une fonction divine, il n'avait pas intérêt à se tromper. Et donc il avait un astronome qui lui disait, vous savez, il va se passer ceci, cela. Et si l'astronome se trompait, évidemment, on lui coupait la tête. Hein, c'était normal. Ok, donc là on a beaucoup parlé des astres, des étoiles, mais aussi d'autres types d'éléments qu'on peut voir dans le ciel, et c'est les planètes. Oui. Les planètes ont un comportement un peu différent en fait. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à l'époque, ça, comment est-ce qu'on le comprenait? Comment est-ce qu'on l'interprétait, ça? Justement, donc quand même, il n'avait pas échappé à nos ancêtres qui observaient régulièrement que tous les jours, eh bien, comme un bloc, hein, Se déplace. et en particulier, par exemple, si vous regardez la constellation de la Grande Ourse, ça forme une espèce de chariot, on dit la grande casserole, voilà. Et cette constellation, elle se déplace, elle se lève à l'est, et puis elle se déplace, elle se disparaît dans l'horizon. Parfois, on la voit toute la nuit, ça dépend où on se trouve sur Terre. Hein. Mais elle ne change pas de forme. Ouais. La forme, elle reste là. En revanche, vous aviez des étoiles, des astres, qui avaient l'air de se promener, d'être beaucoup plus indépendantes, un petit peu faire un petit peu ce qu'elles voulaient. Il y en avait, il y a la Lune qui se balade comme ça, qui n'est pas jamais au même endroit entre ces constellations, ces formes déjà reconnues. Et puis vous aviez des petits points un petit peu plus brillants que d'autres, et c'était ces planètes. Planète, d'ailleurs, ça veut dire littéralement astre errant, vagabond. Vous aviez des astres qui vagabondaient dans le ciel parmi les autres étoiles, parmi les constellations. Et en plus, elles ne vagabondent pas n'importe comment. Elles suivent une sorte de route
hein, qui est à peu près, se superpose au chemin que fait le Soleil. C'est pas lui qui fait, c'est nous qui tournons autour du Soleil. Mais du coup, on a l'impression que le Soleil, il suit une route précise. C'est ce qu'on appelle l'écliptique. Pourquoi on appelle l'écliptique? Parce que la Lune aussi tourne autour de nous. Et de temps en temps, lorsque la Lune croise l'écliptique, il suffit que le Soleil soit là à ce moment-là, vous avez une éclipse. Donc écliptique, éclipse. Ces planètes, effectivement, comme elles ont une certaine autonomie, comme elles ont une certaine indépendance par rapport à tout, au reste, eh bien, cette liberté-là, ça leur conférait un pouvoir. Et donc, toujours les anciens, les astronomes se sont dit, les religieux se sont dit, il y a un Dieu derrière, il y a un pouvoir particulier. Donc, ils ont essayé d'interpréter, de penser que c'était le siège, un lieu où les dieux étaient habité par les dieux, et avec des pouvoirs particuliers. Mercure, par exemple, qui se déplace très très vite, était doté de certains pouvoirs divins liés au commerce, liés au voyage. Jupiter, c'était la planète la plus brillante, donc c'était le lieu d'exception où on pouvait reconnaître Zeus ou Jupiter. Voilà. Vénus, que l'on trouvait toujours très très proche du Soleil et très brillante aussi, c'était c'était la déesse de l'amour, parce que évidemment le Soleil c'est aussi c'est pas mal, quoi. Bon, donc vous aviez là un lien entre les deux couples, etc. Donc voilà, donc vous aviez un lien très fort entre les planètes et les divinités. Et c'est pour ça que l'astrologie s'est développée, parce que, en particulier dans des sociétés polythéistes, sociétés monothéistes c'est différent, mais sociétés polythéistes, vous aviez plusieurs dieux. Donc si vous aviez plusieurs dieux, il fallait savoir comment ces dieux interagissent entre eux. Ils peuvent se disputer, ils peuvent aussi être en accord avec la pensée des hommes, pactiser avec eux éventuellement. Hein. Ça, la religion grecque est tout à fait extraordinaire pour ça. Les dieux sont faillibles, ils pactisent avec les hommes, ils les trahissent, les hommes aussi, etc. Donc l'astrologie, elle est née, évidemment, elle n'est pas née en Grèce, elle est née en Mésopotamie, mais elle a été récupérée après, à la suite des conquêtes d'Alexandre, qui a donc récupéré tout ça. Et les Grecs, qui ont eu aussi une période extrêmement rationnelle avec les pythagoriciens, hein, la loi de Pythagore, etc. Donc il y a eu un mélange entre l'astrologie, une sorte de religion astrale, et de rationalité, ce qui a donné naissance en Occident à l'astrologie telle qu'on la connaît. D'accord. Vous voyez, c'est un mélange très... Oui. En fait, à force d'observer un ciel qu'on ne comprenait pas à l'époque, on a développé une sorte de mythologie, d'un imaginaire pour essayer de lui donner du sens. De lui donner du sens, parce que quand même, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ces astres qui se déplacent tout seuls? Bon, on voit bien que... Alors, l'idée d'une voûte, ça s'impose presque. Hein. On a l'impression que tout ça, c'est presque à une certaine distance. On n'imaginait pas un univers infini comme aujourd'hui. On le fait. On n'avait pas les moyens de le faire. Justement, c'est ça ce qui me fascine, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de le faire. Non. Et pourtant, des scientifiques ont réussi, des astronomes de cette époque ont réussi à comprendre que la Terre était ronde, que c'était une planète parmi d'autres, et qu'en fait les autres astres, donc les autres planètes qu'on voyait, tournaient autour du Soleil. Comment est-ce qu'on a fait pour changer un petit peu cette conception? D'abord, cette conception, elle a mis du temps à s'imposer. Pendant très longtemps, c'était la Terre qui était au centre. Oui. Voilà. Elle n'était pas forcément ronde, d'ailleurs. C'est Anaximandre qui est le premier à proposer que la Terre soit ronde. Et il avait un argument très, très scientifique. Il s'est dit, mais si elle est attirée ni par le haut ni par le bas, elle doit être seule. Si elle ne peut pas être. Et il a eu très, très joli argument. Il y a un très beau livre, d'ailleurs, qui a été écrit par Carlo Rovelli, qui explique très bien ça, qui s'appelle Anaximandre, où il raconte cette histoire. Et ça a été... alors, je n'ai pas les dates en tête, mais c'est peut-être 2500 ans, il y a 2000 ans, quoi, un peu plus de 2000 ans, c'est avant Jésus-Christ. Il a eu cette réflexion qui était purement par expérience de pensée. Sinon, se dire, voyons, est-ce que la Terre est seule ou est-ce qu'elle est posée quelque part? Parce qu'il y avait toutes ces visions-là. La Terre qui était plate, il y a des gens qui aujourd'hui
continuent à croire que la Terre est plate, pourquoi on ne fait jamais de progrès dans certains domaines. Donc elle était plate, entourée de feu, posée sur de l'eau. Enfin, ouais. Ah oui, oui. Là, c'était des représentations. Donc vous aviez beaucoup de représentations différentes. Donc l'idée que la Terre est ronde, ce n'est pas imposé comme ça. Okay. L'idée que les planètes tournent autour du Soleil, non plus. Il y a eu quand même, à l'époque des Égyptiens, des gens qui ont fait cette proposition, mais n'avaient pas les moyens d'observation pour le prouver. Très difficile de prouver ça, en fait. Il a fallu beaucoup de temps. Et comment, du coup, on a réussi à le prouver? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un fait établi, que déjà que la Terre est ronde, mais aussi qu'on est une planète parmi d'autres. Qu'est-ce qui a permis vraiment de petit à petit installer ça, en fait? Eh bien, on peut, même sans avoir des télescopes, on peut simplement regarder, mesurer la position des astres. C'était comme ça, hein, avec ce qu'on appelait des quarts de cercle, enfin bon, avec quelque chose qui vous permet effectivement de mesurer l'angle par rapport à l'horizon, etc. Bon. Et on voyait que la position de ces astres changeait tous les jours par rapport aux autres étoiles, Oui. comme on a dit. Et donc on peut faire l'hypothèse que la Terre est au centre, que ça tourne autour de nous. Et puis donc c'était l'idée de Ptolémée. Et il pouvait, alors il imaginait que ces planètes tournaient autour d'un cercle, autour de la Terre. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Puisque chaque planète parcourt une ellipse autour du Soleil, non pas autour de la Terre. Donc on voit bien que ça va créer des difficultés, d'autant plus que la vitesse de ces planètes sur ces orbites n'est pas constante. Quand les planètes s'approchent du Soleil, la vitesse est plus grande, parce qu'il ne faut pas tomber sur le Soleil, hein, Ouais. donc il faut intérêt à s'en aller. Au contraire, quand elles sont loin, elles ont une vitesse moins grande. Donc tout ça, il faut en tenir compte, le changement de vitesse, une orbite qui n'est pas circulaire, etc. Donc ça ne marchait pas très bien. Mais, alors, il a imaginé, Ptolémée, que les planètes tournaient sur un cercle, mais tournaient en même temps comme ça, hein, autour d'un autre cercle, qui lui-même n'était pas tout à fait centré, etc. C'était très compliqué. C'était vraiment une usine à gaz, le système de Ptolémée, Ouais. avec la Terre au centre. Et il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien. Par exemple, une planète, la fameuse planète Mars, comme elle se déplace à une vitesse différente de nous autour du Soleil, de temps en temps, on la voit bien, on est là, on la voit bien tourner de cette façon-là, puis tout d'un coup, on a l'impression qu'elle recule. Un peu comme quand vous êtes, vous savez, vous êtes dans un train, et puis vous voyez un train passer, le train va plus vite que vous, puis vous prenez de la vitesse, et au bout d'un moment, vous avez l'impression que le train d'à côté recule. Oui. En fait, personne ne recule, mais on a des vitesses différentes l'une par rapport à l'autre, et donc ça crée ces impressions qui sont des effets de perspective. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Mars. Alors évidemment, c'est très difficile de concilier avec le système de Ptolémée, d'où l'ajout de tas de choses comme ça, des vitesses différentes, des épicycles, et ça rend des choses compliquées. Mais bon, c'était réservé à des spécialistes qui faisaient des prédictions assez correctes. Vous pouvez, hein, même avec un système. Il ne faut pas confondre exactitude et vérité. Hein, vous pouvez très bien arriver à des résultats exacts avec un système qui est complètement faux. Plus vous ajoutez de paramètres, plus vous y arrivez. C'est ce que font les astrologues tous les jours. Donc voilà. Et ils n'arrivent même pas à l'exactitude d'ailleurs. Mais enfin bon. Et alors, voilà. Et alors, Copernic se rend compte de ça. Donc là, on est quand même, c'est beaucoup plus tard quand même, hein, au XVIe. Il se rend compte de ça, il se dit, mais ce problème de Mars qui fait comme ça ne fonctionne pas. Il se dit, je vais essayer d'imaginer autre chose. Et lui, il imagine effectivement que tout tourne autour du Soleil, voilà, y compris la Terre. Mais il y a quelque chose qui le retient quand même, toujours pour cette idée de cosmos et de beauté qui nous vient de Platon. Ce qu'il retient, c'est que les planètes ont des orbites circulaires, parfaitement circulaires, à vitesse constante autour du Soleil. Voilà. Avant, c'était des orbites circulaires autour de la Terre. Lui, il va les supposer autour du Soleil, la Terre y compris. Ben, ça ne marche pas vraiment, parce que ce sont des orbites elliptiques. Et donc, il obtient des résultats qui sont un petit peu moins bons même que ceux de Ptolémée, simplement parce que Ptolémée, il avait rajouté des cercles partout. Et donc, il arrivait à des résultats. Il arrivait à rendre compte des changements de vitesse. Et même de la rétro. Machin.
Voilà, et donc il n'a pas un résultat immédiat, hein, mais il a simplifié. Au début, son système était simple. Les jésuites s'emparent de ça, d'ailleurs. Quand ils visitent le Japon, ils disent, voyez, nous, on a un modèle qui est beaucoup plus pratique, on peut calculer très facilement la position des planètes, ce qui faisait plaisir à tout le monde. Et les Japonais les Chinois sont très, très impressionnés par ça. Mais enfin, les résultats ne sont pas parfaits, et loin d'être parfaits. Mais les instruments non plus, donc voilà, ça rentrait à peu près. Et Kepler vient après, peu de temps après. Lui, il fait des observations beaucoup plus fines, et c'est lui qui arrive avec qui propose ces 3 lois de Kepler. La première loi, c'est que les planètes tournent autour du Soleil en parcourant une ellipse dont un des foyers est occupé par le Soleil. Ça, c'est une révolution, parce que là, du coup, si vous parcourez effectivement une ellipse, on voit bien que les distances vont changer et que les vitesses vont changer. Et donc, les 2 et 3e lois tiennent compte de cet effet que les aires parcourues, etc., ça dépend quel endroit vous êtes, donc les vitesses vont changer. Et là, évidemment, vous avez un modèle qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus juste. D'accord, donc en fait, il n'y a pas eu un avant et un après au niveau de cette découverte, ça s'est fait de manière un peu plus... Quelle découverte la découverte, le fait de comprendre un petit peu comment fonctionnent les différentes planètes. Ça s'est fait de manière lentement par couche. Ça s'est fait lentement. Même l'idée que le Soleil est une étoile et de nature différente que les planètes, ça ne s'est pas imposé comme ça. Ah oui, Jupiter, c'est un astre brillant. Pourquoi ne pas penser que c'est une étoile? Oui. Alors, c'est pas du tout une étoile, c'est tout petit par rapport au Soleil. Enfin, c'est 10 fois plus petit que le Soleil, quand même. Il n'y a pas de feu à l'intérieur. C'est pas du tout comme une étoile. Donc, cette idée que le Soleil est une étoile et que toutes les planètes sont des petits morceaux, là, des petits cailloux plus entourés d'atmosphère et qui tournent autour du Soleil, c'est quand même quelque chose qui s'est pas imposé tout seul. Et l'idée que le Soleil que l'étoile est à partir du moment où on a réussi à mesurer plus ou moins bien la distance du Soleil, on s'est rendu compte que la quantité de lumière était colossale en provenance du Soleil, beaucoup plus que ce qui provient de Jupiter. Voilà. Et après, il se posait le problème des autres étoiles. Est-ce que les autres étoiles sont des planètes, d'autres soleils, etc. Eh bien, il fallait connaître leur distance pour ça. Si vous ne connaissez pas la distance d'un astre, vous recevez de la lumière. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez affaire à quelque chose de très proche, pas très brillant, mais très proche, ou quelque chose de très lointain et extraordinairement brillant? Vous ne savez pas. Ouais. C'est comme une ampoule électrique. Si vous l'avez devant vous, elle vous aveugle. Si vous la mettez à 1 kilomètre, vous la voyez à peine. Donc il faut bien connaître les distances pour apprécier l'énergie qui est émise par la source. Et ça date de 1848 par l'astronome Bessel, astronome allemand, qui est le premier à mesurer la distance d'une étoile. Comment on peut s'y prendre pour mesurer la distance d'une étoile? On prend 1 mètre. Ça me paraît un peu ambitieux comme projet. Ça me paraît ambitieux, oui, puis ça prendrait du temps quand même. Surtout que l'étoile la plus proche de nous est à 40 000 milliards de kilomètres. Hein, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc l'étoile qu'il a mesurée, elle était plus loin, mais elle était mesurable. Alors comment elle a été mesurée pour la première fois? Il faut dire qu'entre-temps, on avait réussi à mesurer quand même la distance Terre-Soleil par différentes méthodes. Et on savait que c'était 150 millions de kilomètres. Donc vous avez déjà une base là. Hein. Vous avez donc la base qui vous permet de connaître à peu près la dimension de l'orbite terrestre. Supposez que vous êtes... alors l'orbite terrestre, on va imaginer que c'est un cercle, hein, pour simplifier. Vous êtes d'un côté et vous regardez une étoile. Vous la regardez d'une certaine façon. Vous êtes 6 mois plus tard de l'autre côté. Vous avez parcouru une base quand même qui est importante, la base d'un triangle. Et vous regardez l'étoile d'abord comme ça, ensuite comme ça, donc ça forme un triangle. D'accord ? Okay. Un triangle dont vous connaissez l'angle de base ici, l'angle là, hein, puisque vous savez que le Soleil est là, vous allez par là, vous mesurez cet angle-là, là cet angle-là. Vous avez la distance ici, donc vous avez tout. Vous avez tout, vous pouvez mesurer la distance de l'étoile. C'est comme ça qu'on a fait au début, par la méthode de parallaxe.
Ok. Alors, Et ça, c'est précis parce que pour réussir à faire cet effet de parallaxe ouais. sur des astres qui sont quand même Ah oui, il faut relativement mesurer. petits, Oui, bien sûr, non, relativement loin. enfin relativement loin. Donc l'angle n'est pas extraordinairement élevé, mais enfin vous avez quand même 300 millions de kilomètres de base hein, à peu près. Hein, puisqu'on est à 150 millions de kilomètres du Soleil, 2 fois, ça fait 300 millions. Mais effectivement, vous êtes à des milliards de kilomètres. Donc ça fait effectivement un triangle très, très allongé, mais ça a été possible par cette technique de parallaxe. Alors la parallaxe, vous pouvez le vivre vous-même. Hein. Par exemple, je ferme un œil, je regarde la caméra qui est là, et puis si maintenant je ferme l'autre œil, j'ai l'impression qu'il a bougé par rapport à ce qui est derrière. Ouais, Hein. C'est ça la parallaxe. d'accord. Alors, je connais la distance entre les deux yeux. Si je mesure l'angle, ben, j'ai la distance qui me sépare de la caméra qui est là. Donc ça, c'est une expérience qu'on peut faire tout le temps. Avec un arbre qui est situé assez loin, on voit bien que si on change de vue, l'image bouge. Ouais. Mais ça fonctionne bien dès l'instant où l'objet se trouve à une distance. Pas trop loin. Voilà, pas trop loin. Voilà, disons, après, il faut trouver d'autres méthodes. Et on a d'autres méthodes, par exemple, si je prends des galaxies qui sont beaucoup plus Ah lointaines. bah oui, là, il n'y a pas de parallaxe. Là, là, ça me paraît compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire pour estimer un petit peu la distance par rapport à ces Alors, il y a galaxies? plein de méthodes. Là, on rentre vraiment dans un domaine qui est passionnant, mais comment on a arpenté l'univers d'une certaine façon. Hein, comment on s'est rendu compte que... Alors, la méthode de parallaxe, ça fonctionne pas mal. C'est la géométrie qu'on peut faire en prenant une base donnée sur l'orbite de la Terre. Et cette méthode a permis de cartographier l'univers assez proche de nous, les étoiles pas trop éloignées. Quelques centaines d'étoiles quand même. Hein. Et après, on a pu aussi, on s'est rendu compte que les étoiles sont classées par catégorie. Vous avez des étoiles très froides, des étoiles très chaudes, hein, et elles ont des masses différentes également, et des luminosités différentes également. Ça, on s'en est rendu compte parce que on s'est aperçu que les étoiles rouges, par exemple, rouge, c'est une couleur, et cette couleur, vous savez, quand vous faites du feu, si vous avez couleur rouge, ça vous donne à peu près 2000, 3000 degrés. Quand la couleur devient bleue, ou le fer que l'on met au feu, quand la couleur du fer devient plutôt blanche, donc c'est une autre température. Donc il y a des températures qui sont connues comme ça. Et donc on savait que les étoiles les plus froides, les étoiles les plus rouges, ont des températures en surface de 2000, 3000 degrés. Bon. Après, on a et donc, on s'est très vite aperçu, alors, on a mesuré la distance des étoiles les plus proches, des bleues, des blanches, etc. Et on s'est aperçu qu'on a calculé, avec la lumière qu'on recevait, on a calculé leur distance par la méthode de parallaxe, et on s'est aperçu que les petites étoiles étaient les moins lumineuses, les grosses étoiles étaient les plus lumineuses. Voilà. Et donc ensuite, mais on savait une lumière précise. Par exemple, une étoile comme le Soleil, qui a la même couleur que le Soleil, à une certaine distance, a toujours à peu près la même luminosité. Voilà. Vous avez des familles d'étoiles dont on connaît les luminosités précises. Et les étoiles les plus bleues sont les étoiles des millions de fois plus lumineuses que le Soleil. Et les étoiles les plus rouges sont au contraire beaucoup moins lumineuses que le Soleil. Après, une fois que vous savez ça, il suffit d'identifier une étoile très brillante, très bleue. Vous savez la luminosité qu'elle doit avoir. Vous pouvez en déduire sa distance. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Par exemple, imaginez que vous identifiez, je ne sais pas moi, vous connaissez la taille d'une Ferrari, par exemple, voilà, parce que vous en avez une tout près. Vous en voyez une très loin là-bas, eh bien vous savez, vous dites ça c'est une Ferrari, donc vous pouvez, puis connaissant sa distance, vous pouvez en déduire sa distance. Connaissant sa taille, vous pouvez en déduire sa distance. On fait pareil pour les étoiles. Donc on identifie certaines étoiles qu'on a vues très proches, on connaît leur luminosité, et quand on trouve des étoiles de la même famille, eh bien, on en déduit leur distance. Après, les étoiles, il y a un moment où elles sont trop loin. On ne les voit même plus. On voit des familles d'étoiles. On voit par exemple 50 étoiles en même temps. Et donc ça s'appelle des amas d'étoiles. Et là, évidemment, ça permet, si vous avez 50 étoiles ensemble, ou 100, ou 200, ou 500, eh bien, on peut mesurer leur distance beaucoup plus loin. Après, vous avez des galaxies. Les galaxies, c'est des milliards d'étoiles. Et vous avez aussi des familles de galaxies. Des galaxies qui ont à peu près la même luminosité, et donc on peut se servir de ça pour mesurer la distance de galaxies qui ressemblent à celle dont on a mesuré la distance plus proche de nous, etc. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. On a ce qu'on appelle des indicateurs.
de distance qui sont différents en fonction de la distance que l'on veut explorer. Ok, d'accord. Alors pour revenir... La vie est simple, hein. Alors ça dépend ce qu'on entend par simple. Pour revenir sur la cosmologie, donc on a vu en fait différentes périodes de l'histoire où notre conception a aussi évolué en fonction des avancées en termes de connaissances, mais aussi des avancées techniques qui nous permettent de mieux observer justement. On en parlait, de mieux observer le ciel. Là, si on devait faire un petit portrait de la cosmogonie actuelle d'un point de vue scientifique, comment est-ce que, comment est-ce que l'univers est apparu et comment est-ce qu'il s'est structuré pour devenir un petit peu ce qu'on a aujourd'hui? C'est une vraie aventure, là, on fait de la cosmologie de pointe. Alors effectivement, c'est quelque chose qui ne s'est pas imposé comme ça, hein. Pendant très longtemps, on a pensé que l'univers était statique. Statique, c'est-à-dire qu'il était tel qu'il est, tel qu'on le voit, avec quelques petits bémols. De temps en temps, on voit une comète arriver, parce qu'on s'est vite rendu compte que les comètes appartenaient au système solaire. On s'est aperçu que le Soleil était un soleil parmi d'autres. Vous aviez le Soleil entouré de ses... Le roi Soleil entouré de ses sujets, les planètes, on peut dire ça comme ça, qui sont toutes petites. Hein, pratiquement, le système solaire tourne autour du Soleil, puis après vous avez plein d'étoiles partout. Donc vraiment, on ne compte pas. Non, hein, voilà. L'étoile la plus proche était 4 années-lumière de nous, c'est-à-dire qu'il faut 4 ans à la lumière pour aller jusqu'à cette étoile. Et la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Donc et entre cette étoile et nous, il n'y a rien d'autre. Enfin, il y a de la poussière, des petites choses évidemment qui bricolent, mais vous n'avez que le Soleil entouré de ces planètes, et puis rien. Après, pendant très longtemps, vous roulez, vous ne voyez rien. Et donc, vous arrivez sur cette étoile. Après, il y a d'autres étoiles. Vous avez des milliards. La plus proche, c'est Proxima du Centaure, et vous en avez énormément. Et le Soleil n'est pas n'importe où. Il est situé dans la Voie lactée, dont on a parlé tout à l'heure. La Voie lactée, qui est une espèce de disque, immense disque d'étoiles, en rotation autour d'un centre, le centre galactique. Voilà. Après, on a découvert que cette galaxie n'est pas la seule. Vous avez d'autres galaxies, par milliers, par milliards. Autour de nous, une des galaxies vraiment les plus emblématiques et les plus faciles à observer à l'œil nu, c'est la galaxie d'Andromède, qui est située à quelques millions d'années-lumière de nous. C'est-à-dire qu'il faut 1 million d'années, ou plutôt 2 millions d'années, à la lumière pour y arriver. Donc vous voyez, c'est vertigineux, absolument vertigineux. Et ça, cette découverte-là, elle est récente. On a découvert qu'il y a d'autres galaxies en dehors de la Voie lactée. Ça date du 19e siècle. Ça s'est résolu au 20e siècle. C'est au 20e siècle, grâce à l'astronome Hubble, qu'on a accepté l'idée que notre Voie lactée n'est pas la seule, qu'il y en a des milliards d'autres. C'est assez récent, en fait. Ben oui, c'est récent. C'est récent que tout d'un coup, l'univers prend une expansion extraordinaire, prend de l'espace. Vous voyez, on part du Moyen-Âge, où on a ce monde clos centré autour de la Terre, avec Dieu qui contrôle tout ça, à un monde finalement qui va bien au-delà du système solaire. Déjà, simplement mettre le Soleil au centre et non pas la Terre, ça donne une dimension bien supérieure, qui est celle du système solaire. Et ensuite, le Soleil, il n'est pas tout seul. Il appartient à un système composé de centaines de milliards d'étoiles, qui lui-même fait partie d'une communauté de galaxies, d'astres situés bien plus loin, dont on compte des milliards. Et c'est ça qu'on va appeler le cosmos, l'univers. Et on s'aperçoit, alors ça c'est encore plus contemporain, puisque là on se retrouve dans les années 20, on s'aperçoit que ces galaxies, question, ces univers-îles, comme l'avait postulé déjà le philosophe Emmanuel Kant, hein, quand même. Alors on commence à faire des photos, on commence à les montrer qu'il y en a qui sont elliptiques, il y en a qui sont rondes, il y en a qui sont avec des bras spiraux, enfin c'est toute une zoologie cosmique. Et en 1924, l'astronome Hubble, en Californie, il prend des spectres. Des spectres, c'est-à-dire qu'on analyse la lumière, on regarde la composition de la lumière qui vient de ces astres-là, et il s'aperçoit que les galaxies, eh bien, donnent l'impression de s'éloigner de nous. Voilà. Et d'autant plus qu'elles sont très loin. Donc plus une galaxie est éloignée, plus elle se déplace vite et s'éloigne de nous.
s'éloignent de nous. D'accord. Donc ça donne le sentiment qu'on est au centre, encore une fois. C'est marrant cette histoire. Ça revient souvent. Ça arrive souvent. C'est très difficile de sortir de cette Oui. image-là. On est au centre toujours. Pour une raison simple, c'est que quand vous regardez autour de vous, vous êtes toujours au centre de ce que vous regardez. Oui. Forcément. Donc il a cette vision-là qui est assez passionnante. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cette réalité-là? Et la clé, c'est que la vitesse n'est pas la même pour toutes ces... Elles s'éloignent, mais pas avec la même vitesse. Elles s'éloignent d'autant plus qu'elles sont déjà loin de nous. Par exemple, Andromède se déplace à... Alors, Andromède vient vers nous, c'est une exception. Mais vous avez beaucoup de galaxies qui se déplacent à 1000 km par seconde. Hein. Une galaxie 2 fois plus loin, c'est à 2000 km par seconde, d'autres à 30 000 km par seconde, d'autres à 100 000 km par seconde. Voilà, on appelle ça le redshift en anglais. Red, ça veut dire rouge, et shift, ça veut dire décalage. Pourquoi rouge? Parce que la lumière que l'on reçoit, elle est rougie, du coup. Eh oui, et rougir. Alors ça, c'est aussi une notion qu'il faut un petit peu saisir. La lumière est ondulatoire, c'est une onde, c'est un corpuscule, et plus l'onde est grande, plus la longueur d'onde est grande, plus la lumière est rouge. Alors, on peut faire l'analogie avec le son. Vous avez des sons aigus et des sons graves, et le son aigu... Son grave, vous connaissez, je ne vais pas le faire. Voilà. Mais ce qui est amusant, c'est que lorsque vous avez une source sonore, qu'elle s'éloigne de nous, eh bien, vous entendez le son beaucoup plus grave. Ouais. Hein, l'éloignement de la source, parce que l'onde arrive, mais elle est décalée, il faut tenir compte du fait que la source s'éloigne, donc l'onde devient plus longue. Et c'est ce que l'on observe, ce qu'on entend lorsque une ambulance passe à côté de nous. On a d'abord un son aigu, et quand l'ambulance s'éloigne, le son devient plus grave. Il devient moins fort aussi, évidemment, mais également plus grave. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'effet Doppler. Doppler-Fizeau, exactement. Et donc, on a tout de suite compris que c'était un phénomène de ce type. La seule différence, c'est que ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent, c'est l'espace qui s'étire. Voilà. Okay. Donc, on a compris qu'on était dans un espace qui s'étire. Et les galaxies elles suivent l'espace, hein, un peu comme si qu'est-ce qu'on peut imaginer comme un tapis roulant. Pardon? C'est comme un tapis roulant, quoi. Un tapis roulant, oui, c'est ça. Oui, mais alors le tapis roulant, normalement, il est fixe. Hein, vous êtes dessus, vous ne bougez pas. Là, c'est un tapis roulant qui s'éloigne, qui s'étire un peu. Un ballon de baudruche. Comment? Un ballon de baudruche. Oui, ou alors, imaginons, alors on va prendre un autre exemple, oui, effectivement, un gâteau, vous mettez du raisin dedans. Vous le mettez dans le four et le gâteau, il va gonfler. Ouais. Bon. Le raisin qui est à côté qui a son voisin, il voit son congénère s'éloigner de lui. Mais celui qui est à l'autre bout du gâteau, il verra se déplacer plus vite. D'autant plus. D'autant plus. Vous pouvez voir cet exemple sur un ballon. Vous mettez des petits points sur le ballon. Vous gonflez. D'accord, je ne vais pas le faire là. D'abord, je n'ai pas de ballon. On n'a pas de ballon. Et puis, on n'a pas les points. Mais si vous faites cette expérience, vous verrez que effectivement, les points qui sont les plus éloignés à l'autre bout du ballon s'éloignent beaucoup plus vite par rapport à celui que vous avez choisi que celui qui est à côté. Voilà. Ça veut potentiellement dire, du coup, que 2 points peuvent s'éloigner plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, on reviendra à ça après, mais ça veut dire surtout que chaque point voit la même chose que l'autre. Tous les points voient ses voisins s'éloigner de lui, d'autant plus rapidement qu'il est loin. Hein. Ouais. Sur le ballon, vous n'avez aucun point privilégié. Tous les points voient les autres s'éloigner. D'accord ? Voilà. Alors effectivement, il n'y a pas d'éloignement. L'espace ne s'éloigne pas. Il n'y a pas d'expansion supérieure à la vitesse de la lumière. Non, justement, ça c'est une limite qui a été comprise par Einstein et qui montre qu'il ne peut pas y avoir, la matière ne peut pas s'éloigner d'une autre matière à une vitesse supérieure à la lumière, sauf quand on est au tout début de l'univers, mais peut-être qu'on reprendra ça après. Oui. En tout cas, non, effectivement, c'est une limite ultime. Bon. Et donc, on n'a jamais mis en doute ça. On n'a jamais, moi, j'ai fait beaucoup d'observations de galaxies. Elles sont toutes, s'éloignent toutes. Hein. Tous mes spectres, c'est-à-dire que quand je regarde, je fais l'analyse spectrale de la lumière que je reçois, je vois bien que j'ai un spectre qui est comme ça,
avec quelques petites traces caractéristiques, et qui sont légèrement décalées vers le rouge par rapport à une galaxie que j'observerai qui a les mêmes caractéristiques par ailleurs. C'est la même chose, mais décalée. Et je les vois, je les mesure, je peux mesurer. C'est comme ça que je mesure d'ailleurs la vitesse d'éloignement et que je mesure la distance. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment observé depuis maintenant plus d'une centaine d'années par tout le monde, des millions de fois, des milliards de fois, parce qu'on observe des milliards de galaxies, on en fait des spectres. Hein. Et donc l'interprétation n'a pas tardé. Les gens se sont dit, mais alors, on va essayer de considérer ce qu'était, puisque ça varie, l'éloignement se fait en fonction de la distance, ça veut dire qu'il y a l'éloignement, il y a une vitesse, donc ça bouge. Donc si on revient quelques millions d'années plus tard ou avant, on se projette quelques millions d'années avant, eh bien, ces galaxies étaient forcément plus proches, donc elles avaient une vitesse moins grande, etc. Et donc on peut, c'est là qu'on fait de la cosmologie, on peut rembobiner à l'envers le film, hein, comme le plongeur, quoi, qu'on remet sur le plongeoir. Et on rembobine, ça veut dire que les galaxies étaient autrefois beaucoup plus proches les unes des autres, beaucoup plus serrées. Et si on continue ce phénomène-là, d'abord on peut savoir à quel moment tout est réuni, même si ça n'a pas trop de sens physiquement, mais enfin ça veut dire ça. Hein. Et on arrive à ce point singulier. On date d'ailleurs, on dit qu'il faut au moins 15 milliards d'années pour arriver à cette situation-là. Et c'est ça qu'on a appelé le Big Bang. Sachant qu'aller plus loin n'a plus de sens, on ne sait pas faire. On ne sait même pas quelles étaient les lois de la physique à l'époque. On appelle ça aussi le mur de Planck. Vous avez beaucoup de choses qui sont dites dans la littérature. On a quand même pas mal travaillé depuis les années 20. Hein. Ça fait un siècle maintenant. On a raffiné ça. Et donc c'est comme ça que les modèles d'univers, on les a écrits. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle d'univers? C'est-à-dire on essaye de penser, l'univers est fait de matière, la matière quand vous la lâchez, ben, elle est attirée par une autre matière, donc si on regarde ce qui se passe, la quantité de matière va faire que l'univers soit il est fixe parce que tout se tient, soit au contraire il est en mouvement, et donc vous avez différents modèles d'univers. Vous pouvez avoir un univers qui est en expansion, un autre qui est en contraction, etc. Pour savoir lequel correspond au nôtre, dans lequel on vit, eh bien, il faut faire des mesures précises pour savoir si on est dans un univers qui est en expansion pour toujours ou qui va au contraire revenir sur lui-même, etc. Vous voyez comment la théorie, Ouais. qui se fonde sur des observations préliminaires, l'expansion, le fait que les galaxies se déplacent, eh bien, la théorie donne naissance à différents modèles possibles, et après, il faut encore des observations pour savoir comment, parmi tous ces modèles, lequel s'ajuste le mieux avec ce que l'on observe. Voilà. Là, ces derniers temps, on parle beaucoup de télescopes qu'on a envoyés dans l'espace pour essayer de voir de plus en plus loin. Étant donné que la lumière met un certain temps pour nous venir, en fait, le fait de regarder plus loin, ça nous permet de voir plus loin dans le passé. Est-ce que ces télescopes nous aident à nous faire une petite idée, voire même à mettre des images sur un univers beaucoup plus jeune? Oui, mais c'est ça le but. Vous avez différents télescopes. Les télescopes, vous savez, les observatoires s'attaquent à différents sujets de l'astronomie. Vous avez des gens qui s'intéressent à savoir si la vie est apparue sur Mars. Ils n'ont pas les mêmes instruments, mais ils utilisent toujours des télescopes ou des sondes spatiales. Et effectivement, regarder loin, c'est regarder une situation qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Par exemple, si je regarde la galaxie d'Andromède, je la vois telle qu'elle était il y a 2 millions d'années, puisque la lumière que je reçois a voyagé dans l'espace pendant 2 millions d'années. Donc, de façon générale, j'aime bien dire que quand on regarde le ciel, on a un instantané qui est un faux instantané, puisque vous avez une étoile qui est à 4 années-lumière de nous, une autre qui est à 100 années-lumière de nous, la distance. Hein. L'année-lumière, c'est la distance, on dit 100 années-lumière pour dire que la lumière a mis 100 ans pour arriver jusqu'à nous. Mais 100 années-lumière, c'est une distance. C'est comme quand je dis je suis à 4 heures de TGV de Marseille. Oui. Je sous-entends que c'est à 800 km, parce que ça va de 100 km/h à peu près en moyenne. Mais au lieu de dire c'est à 800 km, je dis c'est à 4 heures TGV. Hein. Donc on peut utiliser les différentes manières de dire la distance. Donc 2 millions d'années-lumière, c'est une distance, la distance parcourue par la lumière en 2 millions d'années. Mais quand je regarde une galaxie située à 100 000 années-lumière de nous,
ça veut dire que je la vois telle qu'elle était il y a 100 000 ans. Je peux la voir telle qu'elle était il y a 1 million d'années, 1 milliard d'années. Et donc, évidemment, ce n'est pas le même univers, c'est l'univers tel qu'il était il y a 1 milliard d'années. Et c'est ce qui nous permet de... On fait qu'on découpe en sandwich, on saucissonne un axe temporel observationnellement, c'est passionnant. Et on voit bien que ça change. On ne voit pas le même univers. Est-ce qu'on peut remonter jusqu'au début de l'univers ou Presque. Presque. Oui, mais enfin, vous savez, c'est comme quand vous mettez un but dans le camp adverse, à côté, c'est pas dedans. Hein. Oui. Donc on n'arrive pas au Big Bang. Ouais. On n'arrive pas vraiment à l'instant zéro. D'ailleurs, on ne sait même pas si l'instant zéro a un sens, même un sens physique. Parce qu'il y a un moment où les phénomènes sont tellement complexes et intriqués, c'est de l'énergie pure. Hein. On n'a pas le moyen de regarder ce qui se passe. Vous êtes dans un brouillard total. Vous savez, quand vous êtes dans le brouillard, vous avez beau voir qu'il y a de la lumière, vous voyez la lumière qui vient du phare d'une automobile, vous ne voyez pas l'automobile du tout, vous voyez que de la lumière. Eh bien, dans le cas du Big Bang, on est dans cette situation-là. On voit effectivement beaucoup d'énergie, mais on ne voit pas du tout les détails de ce qui se passe. Et la dernière image que l'on obtient, que l'on a vraiment sous la main, c'est celle que l'on appelle le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, c'est la lumière qui vient de la galaxie, de l'univers, lorsqu'il n'avait que 380 000 ans. 380 000 ans après le Big Bang, il s'est passé un phénomène très intéressant qu'on appelle le découplage entre lumière et matière, ce qui fait que la lumière a réussi à partir toute seule sans être capturée par la matière, ensuite redirigée ailleurs, absorbée, etc. Donc ça veut dire que l'univers devient transparent. Il laisse la lumière partir. Donc ça veut dire qu'on peut obtenir l'image, parce que c'est la lumière qui nous donne les images. Et donc on a cartographié dans toutes les régions autour de nous, parce que ce rayonnement vient de partout. On a cartographié cette lumière qu'on appelle lumière fossile, parce que c'est quand même la plus vieille image, la plus jeune après le Big Bang, mais la plus vieille par rapport à nous. Et ça a été fait par le satellite, du coup, un satellite Planck. Et on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aller au-delà parce qu'au-delà, tout est brouillé, la lumière s'interagit sans arrêt. Vous voyez. Mais là, déjà, cette lumière nous dit des choses. Hein. Elle nous dit qu'il y avait déjà une structuration dans l'univers, des endroits où la matière était plus chaude, d'autres plus froide. Et c'est à partir de ces données-là qu'on peut reconstituer l'évolution de l'univers jusqu'à nous. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut, du coup, étudier cet avant 300 000 ans de Big Bang? Est-ce qu'on a des moyens de pouvoir faire des hypothèses, de pouvoir quand même observer ce qui peut en émaner pour comprendre ce qui se passait Oui, alors on a des moyens. D'ailleurs, les télescopes spatiaux actuels, comme le télescope Hubble, ils nous amènent très loin. Hein. Ils nous amènent quelques milliards d'années, 1 milliard d'années, même 500 millions d'années après le Big Bang. Donc c'est quand même après cette lumière fossile. Hein. On n'est pas dans la lumière fossile. Le télescope James Webb aussi, qui regarde dans l'infrarouge, pas par hasard, puisque plus vous voulez regarder loin, plus vous devez tenir compte de l'expansion, du rougissement de la lumière, hein, le rougissement entre le moment où elle est émise et le moment où elle arrive jusqu'à nous. Et bien là, vous avez aussi, on met la main sur des galaxies extraordinaires qui sont toutes jeunes, hein, entre guillemets. Hein. Quand je dis tout jeune, il faut dire qu'elles ont 200 millions d'années quand même, mais c'est formidable. Et après 380 000, comment on va faire? Alors, on peut imaginer que les ondes gravitationnelles, vous savez, une espèce de moyen de flétrir un peu l'espace en créant des ondes d'énergie qui se propagent, là, ça ne dépend pas de la lumière. Donc, ça peut passer à travers. Mais pour l'instant, on n'est pas capable d'avoir la sensibilité qu'il faut pour mesurer cette énergie. Mais ça va venir. On a fait des progrès formidables dans cette science-là. Alors avant, avant on a des calculs. Alors en particulier, on se dit, oui, si l'univers, quelques secondes, picosecondes après le Big Bang, les températures étaient excessives. C'était 10 puissance 30 degrés. Vous voyez, c'est 1 avec 30 zéros derrière.
C'est chaud quand même. Oui, c'est... Et là, vous aviez de l'énergie pure. Vous aviez pas, même les atomes n'existaient pas. Vous aviez des particules qui se transformaient sans arrêt. Vous aviez un proton, vous aviez des quarks, vous aviez des leptons, vous aviez des tas de particules qui ont des noms extraordinaires et qui interagissaient en permanence. Mais le fait qu'il y ait une expansion refroidit l'univers peu à peu, au fur et à mesure que l'espace, évidemment, s'étire, comme je l'ai indiqué. Donc, cette même énergie, si vous la mettez dans un espace comme celui-là, ou dans un espace comme celui-là, qui est 2 fois plus grand, l'énergie, la densité d'énergie diminue par 8, puisque vous avez augmenté le rayon par 2. Donc, c'est le volume, comme le cube du rayon. Donc, très très vite, la température décroît. Et au fur et à mesure que la température décroît, vous n'avez pas les mêmes phénomènes. Parce que vous avez des interactions de particules qui ont beaucoup moins d'énergie. Et vous allez arriver dans un régime où vous allez voir naître les premiers atomes, les premiers noyaux, les premiers protons, les premiers neutrons. Vous avez les électrons qui vont disparaître avec les antiparticules, parce qu'à chaque fois qu'on fait une particule, il y a une antiparticule. La plupart des lois de la physique sont pratiquement symétriques. Oui. Vous avez l'opposé. Vous savez, quand je pousse comme ça, j'ai une réaction de l'autre côté. Et donc, vous allez voir des particules se créer petit à petit. Et au bout de 3 minutes, c'est peu, hein, Ouais. il se passe énormément de choses pendant ces 3 minutes, finalement. Chaque petit élément de seconde temporelle, il se passe énormément de choses parce que vous avez beaucoup d'interactions de particules entre elles. Mais comme la température décroît, ce ne sont pas les mêmes interactions, ne sont pas les mêmes propriétés. Et donc la grande idée quand même du cosmos, bravo, c'est d'avoir pensé cette expansion, parce que ça donne des régimes de température où vous avez des phénomènes, vous explorez des processus physiques différents. Donc là, dans ce régime-là, c'est vraiment vous avez ce qu'on appelle un plasma, c'est-à-dire un gaz fait d'énergie, de lumière, avec des particules dans tous les sens, avec des charges électriques. Et ça. Mais on n'est pas dans une matière neutre comme la nôtre, où là, on ne sent pas d'électricité, la matière est neutre globalement. Vous avez autant de particules positives que négatives dans l'univers dans lequel nous vivons, sauf quand on fait du courant électrique dans les fils. Et donc au bout de 3 minutes, l'énergie a terriblement diminué et la synthèse dont j'ai parlé, c'est-à-dire le fait que les particules arrivent quand même à se coller, à former des noyaux plus lourds, ça s'arrête à l'hélium. Bah, franchement, ça n'a pas beaucoup progressé. On est parti d'un proton, après on a 2 protons et 2 neutrons, ça fait 4. Franchement, c'est pas avec ça que vous allez faire des choses aussi splendides que vous et moi. Donc c'est triste, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Ouais. Pas de fleurs, pas rien. Et donc, il faut attendre. Alors, ça va continuer comme ça à refroidir. Et il y a un moment, on arrive à 380 000 ans, où effectivement, tout d'un coup, la partie plasma électrique disparaît au profit de quelque chose qui est beaucoup plus neutre, une matière qui est formée d'atomes, clair et net. Et là, c'est la gravitation qui va agir. L'agglutiner. Voilà. Ça va permettre à la matière de se rencontrer et de former des structures. Alors on les voit apparaître, pas tout de suite, hein, mais ça va prendre un certain temps quand même. Et cette matière, voilà. Alors là, on est à 380 000 ans, et donc la gravitation prend le pas, c'est elle qui agit. Et peu à peu, vous allez voir tous les lieux où vous aviez un petit peu plus de matière qu'ailleurs vont continuer. Ce sont des petits grumeaux. Hein, là, on n'a pas fait une soupe bien propre. Eh bien, les grumeaux vont effectivement s'accentuer, etc. Alors, il y a d'autres acteurs. Il y a ce qu'on appelle l'énergie noire. Il y a aussi la matière noire, tout ça. Bon, les ingrédients sont complexes, mais c'est toute une autre physique qui se met à l'œuvre. Et on voit apparaître des structures beaucoup plus importantes. Des structures, c'est-à-dire à grande échelle, qui vont donner naissance à des filaments où on va trouver des galaxies, des étoiles, etc. Et alors, quand les étoiles apparaissent, justement par le jeu de la gravitation, la matière qui forme une étoile au centre, l'étoile, c'est de la matière qui a condensé sur elle-même et qui a donné naissance à un noyau très chaud, qui est à l'intérieur du Soleil, et tout autour, le reste donne naissance aux planètes. Eh bien, dans les étoiles, vous avez au cœur, vous avez des températures qui ne sont plus que de 10, 15, 20 millions de degrés. Vous allez me dire, c'est beaucoup 20 millions de degrés. Oui, mais on ne sait pas les 10 puissance 30 degrés qu'on avait avant. Donc vous n'allez pas pouvoir former
aussi rapidement en 3 minutes l'hélium, mais vous allez pouvoir former de temps en temps quand même un peu des éléments plus lourds, du carbone, de l'oxygène, etc. Donc ce qu'on appelle les éléments lourds. Tous les autres éléments vont être formés presque tous dans les étoiles ou lors de l'explosion d'étoiles. Parce que les étoiles, elles, la différence, c'est que ce n'est pas 3 minutes. Une étoile, ça peut briller pendant des millions d'années, voire des milliards d'années. Donc tout ce qui s'est fait, le peu qui s'est fait en 3 minutes, va être récupéré ensuite, va pouvoir continuer à l'intérieur des étoiles. Et c'est à l'intérieur des étoiles que les éléments lourds que l'on voit dans la table de Mendeleïev vont se constituer. Et c'est pour ça que, par exemple, Carl Sagan ou Hubert Reeves ont été les premiers à dire que nous sommes les enfants des étoiles, parce que quand l'étoile explose, parce que certaines étoiles explosent en fin de vie, entre guillemets, de vie d'étoile, et là, ça dissémine tout ce qui s'est fait à l'intérieur. Ce carbone, cet oxygène, ce fer, eh bien, d'où il vient? Il vient de l'intérieur des étoiles. Mais pourquoi il est là maintenant? Parce que l'étoile explose à un moment donné. Certaines étoiles, pas toutes, mais les étoiles les plus grosses explosent en fin de vie parce que tout d'un coup, il n'y a plus assez de matière pour alimenter le feu nucléaire. Et donc, il y a une sorte d'implosion de la partie extérieure de l'étoile vers l'intérieur. Et ça rebondit comme ça. Et l'étoile, donc, dissémine tous ses produits, toute sa matière dans l'espace. Et dans cet espace, ensuite, ça se mélange à nouveau. Et dans cet espace, eh bien, on voit effectivement, à nouveau, ça recommence. Une fois que tout s'est calmé, ça prend un certain temps quand même, et bien, à nouveau, vous allez avoir de la gravitation à l'œuvre, de nouvelles étoiles vont apparaître, à la différence près que ces nouvelles générations d'étoiles incorporent, y compris avec les planètes, ces éléments lourds, c'est-à-dire cet oxygène, le carbone surtout. Et le carbone, c'est important parce que nos squelettes sont faits de carbone. Et que le carbone a cette propriété de former des chaînes propices à la vie, puisque les molécules du vivant sont des molécules des chaînes carbonées. Donc vous voyez pourquoi Hubert Reeves et Carl Sagan ont dit nous sommes les enfants des étoiles, parce que les éléments, le fer qui est dans l'hémoglobine de notre sang, le carbone de nos os, tout ça, ça vient des étoiles. En fait, tout ce qui nous entoure pratiquement autour de nous, Oui. Initialement était le cœur ou une partie du cœur d'une étoile qui a fini par mourir et exploser. Exactement. Alors d'abord, l'hydrogène, quand même, il y en a beaucoup. Hein. Oui. On respire beaucoup d'hydrogène. L'hydrogène, c'est quand même initialement l'élément le plus fondamental, le proton. Il apparaît. L'hélium, on ne respire pas beaucoup d'hélium. Enfin, il y en a quand même dans l'univers en moyenne. Hein. Il y en a 25% en masse. Je parle de la matière, hein. Je ne parle pas de la lumière et tout ça. Hein. 25%, ni de la matière noire, ni tout ça. 25%. Mais il y a tout le reste. Tout le reste, c'est insignifiant d'ailleurs. Hein. C'est parce que j'ai dit 25% et le reste c'est l'hydrogène. Alors, il y a moins d'1% qui est fait de ces éléments lourds, synthétisés à l'intérieur des étoiles. Donc, c'est titane, calcium. J'ai dit titane, c'est peut-être pas dans les étoiles. Enfin bon, qu'est-ce que j'ai dit silicium, fer, carbone, azote, tout ça, c'est fait dans les étoiles. Mais pas que, parce que vous avez des éléments plus lourds ensuite, encore, des atomes plus lourds qui sont formés par impact. C'est-à-dire quand l'étoile explose, vous avez des interactions entre les atomes qui sont ailleurs et des éjectats stellaires. Et là, c'est des énergies importantes qui créent encore des éléments plus lourds. Mais globalement, c'est effectivement lié aux étoiles, tout ça. Soit parce que l'étoile explose, mais ça interagit dans l'étoile ou à l'extérieur. Voilà. D'accord. Donc, en fait, les étoiles, c'est un peu les usines à matière de l'univers. Ah oui, tout à fait. Les étoiles elles-mêmes et les étoiles plus ce qu'on appelle la matière interstellaire, le gaz qui est tout autour. C'est là que se forment ces éléments dont on est constitué. Il n'y a pas d'alchimie sur Terre réellement, parce que les alchimistes ont longtemps essayé de trouver la pierre philosophale, etc. Non, ça demande trop d'énergie. Ça se fait vraiment au niveau stellaire, c'est incroyable. Ça dépense tellement de l'énergie. Parce qu'en fait, pour fabriquer un noyau, vous savez, un noyau, c'est fait de quoi? Un noyau, c'est fait de protons
de neutrons. Les protons c'est à peu près 2000 fois plus lourd qu'un électron. Un électron, c'est une petite particule électrique, on dit négative, parce que c'est directement opposé à la charge électrique du proton. Les protons et les électrons s'attirent. D'accord ? Les électrons, parfois, tournent autour, justement, du proton, sont captés. Alors, ils tournent, parce que sinon, ça va directement dessus et ça disparaît. Donc, ça tourne, ça peut être un nuage, différentes façons de représenter les électrons. Mais vous avez électrons et protons. Et vous avez le proton seul, il n'attire pas un autre proton. Au contraire, il se repousse. Donc, ce sont les charges électriques de charge opposée s'attirent. Électron attire proton, mais proton se repousse. Électron se repousse. Donc, or, justement, un atome, le noyau d'un atome, c'est fait de plusieurs protons. Comment on a fait ? Comment se fait-il que des protons arrivent à rester ensemble ? Ben justement, c'est par le jeu de l'énergie, à condition que vous ayez beaucoup d'énergie, vous arriviez à... les protons arrivent à franchir ce qu'on appelle une barrière de potentiel, une barrière qui fait qu'à un moment donné, il y a d'autres relais, des forces nucléaires, qui sont des forces à courte portée, et qui sont, elles, qui attirent et qui permettent une sorte d'agrégat, de gluons. Il y a des gluons, on appelle ces particules comme ça, qui permettent aux protons de s'agglomérer et de rester ensemble. Et vous avez aussi des neutrons. Alors les neutrons n'ont pas de charge électrique, donc ils peuvent cohabiter avec les protons. Et tout ça, ça assure la stabilité de l'ensemble, la stabilité de masse d'un noyau. Et après, vous habillez le tout d'électrons. Mais là, non, ça ne serait pas neutre. Oui. Mais là, les mécanismes dont on parle, donc par rapport aux étoiles, on l'a forcément observé à un moment, visuellement, pour pouvoir comprendre un petit peu... Non, vous n'avez pas fait ça. On ne l'a pas fait comme ça. Il y a d'abord des expériences de pensée. C'est-à-dire qu'on va toujours de l'infiniment petit ou l'infiniment grand ou vice-versa. En fait, en parallèle, la physique a exploré, la chimie a exploré les propriétés de la matière. On a compris que la matière est faite d'atomes. Ça vient pas d'observation du ciel. Ce sont les expériences de Lavoisier, les expériences de tous les physiciens, tous les chimistes. On a compris, on a découvert l'électron, le courant électrique, ça a été découvert, vous savez, d'abord l'électrostatique. On s'est aperçu qu'en frottant certains matériaux, vous avez vos cheveux qui se dressent sur la tête. Donc on a compris qu'il y avait une substance particulière qui avait des propriétés spéciales, l'électrique, l'électron. Voilà, donc on a compris la structure de la matière. Et ensuite, eh bien, on a observé pas mal de réactions chimiques, etc., qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien. On sait faire de la chimie. On mange, on boit, etc. On fait des vêtements, on fait beaucoup de choses. Et en ce qui concerne... après, on s'est posé la question de l'origine de ces atomes. Pourquoi vous avez du carbone comme ça ? Comment faire du carbone ? Comment faire le noyau de carbone ? Et effectivement, ça a été une longue recherche. Et les premiers à avoir réussi à écrire des articles fondamentaux là-dessus, c'est pas très vieux, ce sont des gens comme Hans Bethe, qui a compris comment le Soleil brille, par quel jeu d'interaction entre les atomes, ces particules. Ensuite, ça a été un astrophysicien qui s'appelle Fred Hoyle, qui a le premier réfléchi à Gamow lui-même, qui a pensé à ce qu'était l'univers au moment du Big Bang. Et puis, ils se sont posé la question de l'origine des éléments. Et ce sont les astrophysiciens qui ont proposé que ces phénomènes de synthèse, nucléosynthèse, stellaire, puisque ça se produit dans les étoiles, eh bien, ils ont décrit tous ces processus-là en détail. Ils ont pris un atome, ils ont pris un autre, ils connaissaient les propriétés de chaque atome, ils ont regardé quels étaient les produits qui pouvaient en résulter d'une collision, etc. Donc au début, c'est de la technique de compréhension d'interaction d'une manière théorique, mais après, on l'a vérifié tout ça d'une certaine façon dans les accélérateurs de particules. On voit qu'il y a des réactions de ce genre qui se produisent dans les accélérateurs de particules quand vous faites tourner des particules à très grande énergie et que vous faites des collisions, etc. Alors c'est un peu paradoxal parfois, on a l'impression qu'on lance deux montres suisses l'une contre l'autre pour savoir comment elles marchent. C'est pas toujours la meilleure façon de faire, mais c'est quand même
assez riche dans son ensemble, ça nous donne des résultats intéressants. Et alors, on a pu faire des prédictions d'abondance. Si vous faites tel type de produit, tel type d'interaction, qu'est-ce que vous allez avoir à la sortie? Quelle quantité de carbone par rapport à l'hydrogène? Quelle quantité d'oxygène? Quelle quantité... Et il se trouve que quand on fait l'observation des astres, la composition des astres, eh bien c'est tout à fait en accord. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, même si on n'a pas observé l'univers entre 380 000 ans et 0, au moment du Big Bang, eh bien tout ce qui s'est passé à ce moment-là, on est capable de tester, dans l'univers actuel, de tester ces modèles-là. Donc c'est presque... Et c'est assez joli, parce que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Alors que c'est une approche complètement différente, hein. Oui, mais qui du coup converge et permet d'avoir des théories qui expliquent et donnent du sens à ce qu'on voit. Pour revenir un petit peu sur le cycle de vie d'une étoile, donc si on est capable de faire des théories sur leur fonctionnement et la manière dont elles fabriquent de la matière, est-ce qu'on est aussi capable est-ce qu'on a aussi théorisé la manière dont elles peuvent mourir, dont elles peuvent terminer leur vie? On entend parler des fois de supernova. Qu'est-ce qui se provoque et c'est quoi la manifestation extérieure de ça? Une étoile, effectivement, la création d'une étoile résulte de l'effondrement d'un immense nuage de gaz, du gaz fait d'hydrogène essentiellement, d'hélium, hein. Et donc c'est autogravitant, hein. La gravitation fait que les parties extérieures sont attirées par les parties intérieures. Oui. Si vous avez quelque chose d'une sorte, c'est pas une boule, hein, c'est un nuage comme ça, mais s'il n'y a rien à l'extérieur, donc il y a quand même une zone centrale qui est la zone qui va attirer les parties périphériques. Et donc, en général, ça tourne, il y a de la rotation, c'est pas une boule complètement uniforme. Vous avez une partie qui va être attirée plus vite que l'autre, etc. On imagine ça, hein. Et donc c'est pour ça que très très vite, il y a une rotation qui se met en place. C'est pour ça que la plupart des étoiles tournent. C'est le résultat de cette espèce de... D'ailleurs, plus l'effondrement se fait, et plus la vitesse augmente, hein. Et lorsqu'il y a rotation, très rapidement, le nuage forme un disque, hein. Rotation comme ça finit par former un disque. Et donc, moins en moins de matière dans la partie extérieure, de plus en plus dans la partie intérieure. Évidemment, la température augmente aussi, parce que vous avez la même matière dans un volume plus petit. Et puis, donc, vous avez parfois... l'évolution de la formation d'une étoile a été observée parce qu'on a pu observer, puisqu'il y a des milliards d'étoiles autour de nous, des étoiles qui sont à différents stades de leur évolution. Des étoiles qui sont en état de maturation, d'autres qui sont dans l'enfance, d'autres des bébés étoiles, si vous voulez, des berceaux d'étoiles, on voit tout ça. Et donc on peut reconstituer. On peut imaginer d'ailleurs un extraterrestre qui vient ici, il n'a qu'un mois devant lui, il observe les humains, il va pouvoir, s'il fait bien son boulot, il verra qu'il y a des femmes qui sont un petit peu plus rondes que d'autres, et des petits qui sont grands comme ça, et des gens qu'on met dans des endroits bizarres, et puis après avec un truc. Et donc il va reconstituer, il va dire, les humains durent à peu près, statistiquement, ils vivent tant, ils peuvent faire beaucoup de choses comme ça. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On observe des milliers d'astres, certaines sont vieux, d'autres ont disparu, d'autres il y a du gaz, d'autres sont en formation. Voilà. Pourtant, on est là depuis très peu de temps. On fait des observations depuis un siècle. L'univers a des milliards d'années, mais on reconstitue beaucoup de choses. C'est comme ça, de cette façon-là. Donc vous avez cette étoile qui évolue. La partie centrale devient de plus en plus chaude, de plus en plus de matière. Vous avez des jets qui éliminent un peu le surcroît d'énergie et qui permet à l'intérieur de continuer cette espèce d'agrégation. Et puis voilà, au bout d'un moment, l'étoile se met à briller. Quand elle brille, quand elle a atteint cette situation d'équilibre, qu'est-ce qui se passe ? Bien, il se passe que dans la partie centrale, vous avez de l'énergie qui est produite justement par la masse, hein, une espèce d'effondrement à l'intérieur. Pour résister à cet effondrement, vous avez des réactions nucléaires qui produisent de l'énergie. Cette énergie va s'échapper vers l'extérieur et ça se compense. Donc vous avez une compensation pour une étoile, comme le Soleil, qui est en équilibre. L'étoile en équilibre compense deux forces contradictoires.
une force de la gravitation qui a tendance à le réduire, et l'énergie qui est produite au centre qui a au contraire tendance à le faire enfler. Et donc, et c'est sans arrêt en équilibre. C'est-à-dire, sans arrêt, il a envie de faire ça, mais dès qu'il le fait un tout petit peu, la température augmente, produit de l'énergie, et ça le fait enfler. Vous savez, quand vous êtes en vélo, vous êtes toujours en train de tomber. Mais dès que vous tombez d'un côté, vous pédalez comme ça, et vous êtes tout le temps. Voilà. Si on prenait une photo d'un cycliste, on le verrait comme ça, en train de tomber à gauche, puis de se redresser, de tomber à droite, etc., en permanence. Donc ça se fait très rapidement, donc en fait, on garde une bonne trajectoire. Mais vous êtes toujours dans des équilibres de ce type. Le soleil, c'est ce qu'il fait. Et alors, ça dure combien de temps? Ça dure tant qu'on peut résister à la pression, à la gravitation. Donc, tant qu'on peut produire de l'énergie au centre. Mais au bout d'un moment, il y a épuisement. Il n'y a plus assez de matière pour produire, pour faire ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. C'est-à-dire qu'à partir de l'hydrogène, vous faites de l'hélium, vous allez faire du fer, vous allez faire du carbone, tout ça, ça se fait en produisant de l'énergie, mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus assez. En particulier pour les étoiles les plus massives, les étoiles qui sont à peu près plus massives, c'est-à-dire des étoiles qui sont 100 fois plus lourdes ou 200 fois plus lourdes que le Soleil. Très brillantes, très, très, très lumineuses. Mais du coup, elles payent ça, c'est-à-dire qu'elles dépensent beaucoup et donc leur durée de vie est d'autant plus réduite. C'est vrai dans la vie aussi, hein, dépenser beaucoup, ça ne dure pas longtemps. Et donc ces étoiles, au bout d'un moment, elles sont à bout, elles n'ont plus rien à offrir. À ce moment-là, les parties extérieures, eh bien, au contraire, elles sont toujours prêtes à aller vers le centre. Et ça se fait très rapidement. Quelques secondes, tout d'un coup, vous avez quelque chose qui fait des millions de kilomètres, qui s'effondre instantanément, rebondit d'une manière violente vers le centre et éjecte tout à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une supernova. Une espèce de feu d'artifice. D'accord. Joyeux, puisque alors, joyeux, une supernova brille autant que des milliards d'étoiles en même temps, hein, pendant un mois. C'est fabuleux. Et ça, est-ce qu'on peut le voir venir? Par exemple, pour notre Soleil, est-ce qu'on peut Je me sens inquiet. Bon, au moins, on aura beaucoup de lumière. Oui, bon. Ça va pas durer longtemps. Non, alors pour notre Soleil, ça ne se passera pas comme ça. Ça se passe comme ça pour les étoiles les plus massives. C'est au-delà de 10 fois la masse du Soleil, c'est ce qui se passe. Après, pour certaines étoiles comme le Soleil, c'est moins catastrophique. Il y a effectivement tout d'un coup une perte d'énergie produite, et donc le Soleil essaie de faire ce qu'il peut, il se recontracte, les parties extérieures vont se dilater, hein, je n'ai pas dit exploser, et ça va donner naissance à ce que l'on appelle une géante rouge. C'est-à-dire que le géante rouge, parce que la température va décroître, les parties extérieures vont être rouges, mais à l'intérieur, ça continue à alimenter quand même un petit peu la luminosité. Mais cette géante rouge, elle va se développer à tel point que, par exemple, le Soleil, aujourd'hui, lorsqu'il deviendra une géante rouge, c'est une vraie marée, hein, c'est-à-dire englobera la Terre. Et son diamètre va augmenter terriblement. Là, le diamètre du Soleil, c'est 1,4 million. 1,4 million de diamètre. Là, il aura un diamètre de 300 millions de kilomètres. Ça change. Bah oui, on est à 150 millions. Donc, si tout d'un coup on rentre dans le Soleil, ça veut dire que le Soleil s'est dilaté. C'est pour ça que sa température décroît et que à l'extérieur, hein, et qu'il devient rouge. Voilà. Et alors, donc ça va lui permettre de continuer à vivoter. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus non plus assez de luminosité. Mais là, il n'explose pas, il se rétrécit, il se refroidit, il devient un astre provisoirement très, très, très chaud, parce que quand même, il se condense, mais peu lumineux, un astre légèrement bleu. Et ensuite, il s'arrête. Ça devient ce qu'on appelle une naine blanche. De la matière hyper condensée, c'est-à-dire que vous mettez dans une cuillère à café quantité impressionnante d'éléphants. Ah oui, c'est très, très, très dense. Et après, ça s'arrête, ça devient un caillou froid, très dense, d'étoiles et troncs. Et d'autres, alors les étoiles les plus massives, comme par exemple, ça donne, donc j'ai dit que c'était une naine blanche. Pour les étoiles les plus massives, vous avez donc cette explosion gigantesque, et à la place, vous avez un débris quand même. Parce que ça explose, vous avez un débris au centre qui va donner une étoile à neutrons, c'est-à-dire que la matière, les protons
sont tellement Comprimé. comprimés les uns sur les autres que bon, la partie avec les électrons, ça devient neutre, ça devient du neutron pur. Donc le neutron pur ne se repousse pas, évidemment, il peut se comprimer à l'excès. Et là, ça devient quelque chose qui peut être plus ou moins cristallin, il y a des structures assez complexes, et qui se met à tourner, parce qu'évidemment, au fur et à mesure que vous aviez eu une compression, la rotation augmentée. Donc vous avez ce qu'on appelle un pulsar, c'est-à-dire que vous avez un astre qui peut tourner à des milliers de fois par seconde, plus petit que la Terre, mais ça tourne plus de milliers de fois par seconde. Et vous avez des fractures, vous avez de l'émission d'un jet de particules chargées, en particulier d'ondes radio, et c'est ce qui fait qu'on peut les observer de temps en temps quand ça tourne. Ça tourne avec une précision chronométrique extraordinaire sur des millions d'années, ça garde la seconde à 10 puissance moins 10, c'est très très précis. Et donc ces pulsars, on en observe, pas beaucoup, parce que ce sont les étoiles les plus massives, il n'y en a quand même pas autant des étoiles de petite masse, mais on est entouré de centaines de pulsars dont on peut mesurer comme ça la cadence. Vous avez des millipulsars, des pulsars qui tournent à la seconde, d'autres qui tournent 1000 fois par seconde, ça dépend des conditions de formation. Et parmi toutes les étoiles qu'on peut voir, parce que maintenant avec les télescopes on peut en voir énormément, est-ce qu'il y en a qui sont dans cette configuration? Est-ce qu'on peut observer une supernova par exemple, ou des étoiles à neutrons depuis un télescope? Alors les étoiles à neutrons, on les observe, enfin pas les étoiles, oui, les étoiles à neutrons, on observe l'aspect pulsar, oui. Oui, oui. Ah oui. Les naines blanches, oui, on en observe, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut essayer d'imaginer qu'une étoile, parfois entourée de son concon, a une super luminosité, est très massive. Et il y a une étoile, il y a Eta Carina par exemple, qui est une étoile dont on se dit qu'elle ne devrait pas tarder à exploser et devenir une supernova. Voilà. Okay. Dans 1000 ans, dans 10 000 ans. Vous voyez, il y a des grandes différences dans la durée de vie des étoiles. Le Soleil, par exemple, c'est une étoile de température modeste, puisque la surface, c'est 5000 et quelques degrés. 5000, enfin, ça dépend. Et donc, la durée de vie du Soleil, c'est quelque chose comme 10 milliards d'années, à peu près. Et il a à peu près 5 milliards d'années. Donc il en a encore pour 5 milliards d'années à consommer tranquillement, sagement, l'intérieur du gaz qui permet de fabriquer ces réactions nucléaires. Mais une étoile de 100 masses, 30 millions d'années seulement. Il y a la différence. Ouais. Pas beaucoup. 30 millions d'années, c'est pas beaucoup à l'échelle du cosmos. Donc ces étoiles-là, elles sont rares, hein. Mais quand au bout de 30 millions d'années, elles deviennent supernovas. Mais il y en a très peu, parce que c'est un peu comme vous avez ce qu'on appelle une répartition de masse. Quand on regarde le nombre d'étoiles de la masse du Soleil, le nombre d'étoiles 10 fois plus petites que le Soleil, bon, vous avez une courbe dite exponentielle. Vous avez beaucoup plus d'étoiles de petite masse que d'étoiles de très grande masse. C'est un peu comme dans le règne du vivant. Vous avez beaucoup plus de fourmis sur Terre que d'éléphants. Pareil, oui. Énormément de fourmis, très très peu d'éléphants. Et ben, pour la répartition en masse des étoiles, c'est la même chose. Donc les étoiles de très grande masse sont rares. Voilà. C'est quand même grâce à elles qu'on existe, parce que les métaux, entre guillemets, l'oxygène, tout ça, c'est formé là-dedans. On a parlé du coup de ce qu'on sait aujourd'hui, on a fait vraiment un tour de piste, de ce qu'on sait aujourd'hui sur la cosmologie de manière générale. Du Big Bang, enfin du début de l'univers jusqu'à peu près aujourd'hui, est-ce que du coup on peut anticiper et se projeter sur la direction que prend l'univers, ou ça reste encore très incertain? La direction pour l'univers, première à droite. Non, c'est une bonne question. C'est effectivement, je pense que ça ne nous inquiète pas pour le futur de l'humanité, parce que de toute façon, ça se place sur des échelles de temps absolument incroyables. On a plus de soucis pour l'humanité de savoir ce qu'on va faire de notre planète et qu'est-ce qui va se passer à notre échelle. Mais là, on a fait une découverte tout à fait surprenante, qui était celle de l'énergie dite noire. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, on pensait pendant très longtemps que l'univers, soit
il n'y avait pas assez d'énergie, pas assez de matière dans l'univers pour contrecarrer l'expansion. Un peu comme quand vous lancez une balle en tennis, hein, c'est vous qui êtes le lanceur. Ouais. Donc si vous tapez très fort, eh bien, vous pouvez imaginer que la balle ne retombera jamais. Bon, je pense que ça ne vous est jamais arrivé. Mais bon, si vous êtes très fort, ça ne retombera jamais. Si par contre vous tapez raisonnablement, parce qu'il y a une force de rappel, qui en l'occurrence c'est la gravitation, elle va retomber. Et puis vous pouvez imaginer une situation où eh bien, elle ne va pas retomber, elle ne va pas partir éternellement, voilà, ça va continuer comme ça, dans une sorte d'équilibre. Bon. Pour l'univers, on s'est posé la même question. On s'est dit, alors, on fait des expériences de pensée, on se dit, voyons, imaginons, on est au milieu, là, pour l'instant, on imagine un bout d'univers représentatif de ce qu'est l'univers. Il ne faut pas qu'il y ait des accidents de parcours. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce volume-là? Est-ce qu'il y a suffisamment de matière pour que, compte tenu de l'expansion, cette matière, évidemment, elle a tendance à retenir, elle fait le contraire de l'expansion. L'expansion est quand même contrecarrée par la gravitation. D'accord ? Donc, est-ce qu'on va avoir à un moment donné un ralentissement et tout va revenir? Ou au contraire, il n'y a pas assez de matière pour un volume donné et ça va continuer comme ça, et ça va au contraire continuer violemment, ou au contraire, ben, ça va être comme ça, un temps suffisamment long pour qu'on puisse le considérer comme infini, sauf si Dieu intervient. Mais vous savez, l'existence de Dieu, c'est intéressant dans la cosmologie, parce que lorsque Newton a imaginé son modèle, il était quand même très embêté. D'abord, c'était un mystique. Ah okay. Oui, il y a 9 fois plus d'ouvrages de Newton concernant le mysticisme que de science. C'est un grand mystique. Ok. Tous ces œuvres sont perdues, enfin, sont peut-être pas perdues, mais on ne les connaît pas. On n'a retenu que la partie géniale, qui est la partie scientifique. Mais c'était un grand mystique. Et donc, il croyait en Dieu, terriblement. Et il correspondait avec Leibniz, qui était aussi un grand philosophe de l'époque, ils sont d'ailleurs un peu disputés. Et le problème de la force de Newton, c'est que la gravitation attire quand même. Le soleil, et donc il se disait, mais comment ça, au bout d'un moment, ça va pas continuer, quoi. Tout va aller vers le soleil. Le soleil attire. Et ça lui causait des soucis, parce que pour lui, Dieu était infiniment bon, infiniment machin, tout ce qu'on veut. Et il n'y avait pas de raison de mettre une limite comme ça à la création divine. Et il se disait, il doit y avoir une intervention divine à un moment donné pour arrêter ça. C'est comme ça que Leibniz aussi le critiquait. Il y avait une discussion entre les deux. Est-ce qu'il y a un service après-vente ou pas, quoi. Et non, mais ça vous fait sourire, mais c'est vrai que d'une certaine façon, les lois de Newton n'a pas convaincu tout de suite, pour ces raisons-là, parce qu'on y voyait la réintroduction de la pensée magique. Comment la Lune sait que la Terre est à côté et qu'elle doit tourner autour? Les flèches, là, vous savez, la force qu'on représente. Qu'est-ce qui fait que... Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette force de gravitation dont on parle? C'est quelque chose de bizarre. Et c'est Einstein, lorsqu'il introduit la notion d'espace-temps avec... il introduit le concept que l'espace est configuré par la présence des masses. Vous savez, un peu lorsque vous avez une sorte de nappe en caoutchouc et vous mettez quelque chose de lourd au milieu, la masse en caoutchouc configure la surface du caoutchouc. Et du coup, vous comprenez pourquoi, en mettant quelque chose d'à côté, il va spontanément suivre la déformation de l'espace en caoutchouc et aller tomber dans le trou que vous avez créé. Eh bien, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on conçoit la gravitation. C'est-à-dire que la Lune, elle sent un espace qui est déformé par la présence. Elle n'a pas besoin de savoir que la Terre est là. L'espace est déformé et la conduit naturellement à aller vers la Terre. Et donc, elle garde une certaine vitesse pour ne pas tomber plus bas. Mais si effectivement elle ne peut plus, eh bien, elle va tomber évidemment dans la partie la plus
perturbé. Donc, partant de ce principe, est-ce que ça veut dire que la gravité va petit à petit ralentir? Alors ça, c'est ce qu'on pensait. Donc on s'est posé des tas de questions. On a dit, on va quand même mesurer quelle est l'expansion réelle, savoir si c'est une expansion suffisante pour que ça retienne ou pas. Alors en même temps, on calculait la densité de l'univers, savoir s'il y avait assez de matière, etc. Donc ça a duré pas mal d'années. Et puis, il y a eu un renversement spectaculaire il n'y a pas longtemps. Alors, pendant très longtemps, on a cru qu'effectivement, on était dans un état d'équilibre, espace qu'on appelle ouvert, mais pas trop ouvert, parce que l'espace ouvert, ça part comme ça. L'espace fermé, l'univers fermé, il a une durée de vie limitée. Eh bien, on a voulu un petit peu mesurer la structure de l'univers en observant des astres très lointains qu'on appelle les supernovas. Parce que vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, quand une étoile explose, ben, elle brille autant qu'une galaxie tout entière, c'est-à-dire 200 milliards d'étoiles, c'est beaucoup quand même. Ce qui permet d'observer ces supernovas très très loin. Plus elles sont brillantes, plus on peut les observer loin. Et donc on a cherché des supernovas très lointaines, et là on s'est aperçu que ce n'était pas exactement à la distance attendue. Parce que vous avez le décalage vers le rouge qui permet de mesurer la distance en principe, puisqu'on a mesuré l'échelle de l'univers, mais elles n'ont pas la brillance qu'on attendait, puisqu'on connaît. Ce sont des chandelles, on connaît la brillance intrinsèque d'une supernova. Et donc on voit qu'il y a un décalage, et ce décalage a permis aux gens de se dire elles sont plus loin que prévu. Et donc si elles sont plus loin que prévu, ça veut dire que finalement l'univers va beaucoup plus vite dans son étirement que ce que l'on croit. Et donc cette découverte qui a donné lieu à un prix Nobel pour leurs découvreurs, c'est Perley-Mitter, etc., ces gens-là, le prix Nobel a été donné il y a 2 ou 3 ans, eh bien, pour expliquer ce phénomène, on a eu recours à une explication qui est débattue, évidemment, qui est qu'il y a une présence d'énergie noire, une énergie une énergie dont on n'a pas encore mis le doigt dessus, on postule que ça existe, et cette énergie qui est là en permanence, partout dans l'espace, elle fait le contraire de la gravitation. Qui repousse la matière. Elle repousse les murs. Voilà. Et si tel est le cas, en tout cas, même si ce n'est pas l'énergie noire qui est responsable de ça, il y a quand même un phénomène d'accélération. C'est-à-dire que l'univers est en expansion beaucoup plus rapidement que ce que l'on croyait. Il accélère au lieu de se ralentir, comme ce qu'on aurait pu s'attendre, en se disant la matière, elle retient, quand même, elle freine. Au mieux, ça va rester comme ça, identique, constant. Mais là, ce qu'on observe, c'est que ça s'accélère. Et cette accélération ne peut pas être due à une force supplémentaire, une explosion permanente. Non, c'est pas ça, on ne l'observe pas. C'est pas non plus la matière, parce que la matière, elle attire. C'est donc quelque chose d'autre qu'on appelle énergie noire. Mais donc, on est obligé d'invoquer en grande quantité. C'est-à-dire que si on regarde la composition de l'univers et qu'on fait le compte, on s'aperçoit qu'on a 25% de matière, alors qu'on décompose en deux. La matière, comme vous et moi, quand on pèse ce qu'on appelle les baryons, protons, neutrons, etc. Et puis une autre matière qui est noire aussi, mais qui est exotique, on ne sait pas ce que c'est, ce ne sont pas des baryons, c'est pas possible que ce soit ça. Donc le tout, ça fait 25%. Et le reste, 75% à peu près, 70, 75%, c'est l'énergie noire. C'est quand même étonnant de savoir que l'univers est fait de ce que l'on ne comprend pas. On a mis en évidence, on met en évidence, mais on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. D'accord. Parce qu'on fait des expériences, on essaye de Donc, voir ce que c'est. Il reste en gros la majorité de l'univers à découvrir. Ah oui, à découvrir, mais ce qu'il y a, c'est qu'on en connaît ses effets. Les effets de cette énergie noire, c'est effectivement d'accélérer et d'étirer l'espace. Donc, dans cette perspective-là, on s'attend à un univers qui continue à se refroidir, que les astres s'éloignent toujours les uns des autres, à un point tel qu'il y aura un moment où l'horizon de chacun sera tel qu'on ne verra rien. On ne pourra même plus communiquer avec quoi que ce soit. Enfin, je dis on. Voilà. C'est-à-dire que il faudrait que la lumière aille beaucoup plus vite pour arriver à connecter deux astres entre eux. On ne pourra plus envoyer de signaux. Donc là, ça veut dire que les étoiles, à force de s'écarter, finiront par devenir invisibles. Oui. De plus en plus. Oui, c'est ça. Jusqu'à temps que le ciel devienne noir. Oui, c'est ça. Et
Et ensuite, plus rien, quoi. On reviendra, on essaiera de bricoler quelque chose. Oui, bah, j'espère qu'on aura de bonnes idées. Ok, d'accord. Bah, merci en tout cas, Daniel, pour cette excellente discussion. Il y a une question que j'aime beaucoup poser aux personnes qu'on invite, c'est des recommandations de lecture, parce que je pense qu'il y en a Oui. beaucoup qui sont très intéressés, qui voudraient rentrer un peu plus dans le détail. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller quand même? Écoutez, moi, j'ai trouvé que pour moi, ça a été une révélation dans les années 80, quand j'ai eu les premiers tirages papier qu'on se passait comme ça sous le manteau, de Patience dans l'azur d'Hubert Reeves. Ça reste quand même un ouvrage formidable. C'était une initiation à l'astronomie qui était bien. Il y a beaucoup d'autres ouvrages qu'il a écrits après, il en a écrit énormément, il a une façon de dire les choses qui sont formidables. Quand il va vous parler d'une météorite, il va vous dire une caillasse, par exemple. Caillasse, c'est un mot que vous connaissez, tout le monde connaît météorite, déjà c'est plus compliqué. Il a un abord très, très simple. Après, il y a d'autres ouvrages, il y en a sans arrêt. Je ne pourrais pas vous les citer tous. Il y en a qui sont un petit peu plus pointus, ou par exemple, il y en a qui s'intéressent aux planètes, ou est-ce que la vie existe ailleurs. Il y a eu des ouvrages de Nicolas Pranzos, par exemple, qui étaient intéressants. Il y a eu David Elbaz aussi, qui a écrit des ouvrages intéressants sur le rôle de la lumière, voilà, dans la formation de l'univers. Vous avez aussi sur l'histoire de l'astronomie des choses intéressantes. Par exemple, Luminet a écrit quelques ouvrages. Vous avez Riyad Zouelo qui a écrit un livre sur le trou noir, sur les trous noirs. C'est un sujet que les gens aiment beaucoup. Ça fascine, tout ce qui est mystérieux fascine évidemment. Vous avez mon propre ouvrage qui lui, moi j'ai une approche différente. J'en ai assez de raconter comment une étoile se forme, etc. Parce qu'on trouve ça partout et très très bien fait. Donc je me suis dit, j'ai une autre approche qui m'intéresse, c'est comment l'univers que l'on observe depuis des siècles et des siècles, comment c'est rentré dans notre vocabulaire. Et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Les mots du ciel, et où vous découvrirez que sans le savoir, on utilise des mots qui sont liés à notre regard permanent vers le ciel. Des mots comme sidéré, considéré, malotru. Malotru? Oui, vous voyez, c'est pas évident. Parce que c'est ça la beauté de la linguistique. La linguistique, c'est justement l'histoire des mots, comment le vocabulaire évolue, change de famille, change de sens, change même de consonance. Le mot malotru, c'est parce que autrefois on croyait qu'il y avait un lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et que quand on est à la naissance d'un bébé, il fallait regarder si au-dessus de sa tête il y avait une belle étoile. Une étoile brillante. Les gens sortaient dans les campagnes, regardaient, voilà. Et chacun son étoile, d'ailleurs, l'expression existe encore. Hein, chacun son étoile. Ou l'astrologie aussi. Hein, bon. On se disait, quelqu'un qui est né un peu chétif, un peu mal formé, etc., c'était qu'il était né sous une mauvaise étoile, malum astrum, mauvais astre. Ok. Donc après, c'est devenu quelqu'un de mal élevé, quelqu'un de mal dans sa peau, etc. On appelle ça un malotru. Plutôt un grossier personnage. Là aussi, c'est un changement de sens. Hein, le mot, je vais vous en donner un autre, qui est le plus beau de mon livre, mais bon, je vais vous le donner, parce que c'est vous. C'est le mot considérer. Considérer, c'est co, ça veut dire avec souvent, hein, compagnon, celui avec qui on partage le pain, copain, féminin, c'est autre chose. Et alors, donc le mot considérer, co-sidéris, c'est avec l'étoile. Sidéris, c'est l'astre. Sidéris. Considéris, ça a donné considérer, c'était un terme de marine. Un peu, on regarde une étoile, on mesure la hauteur de l'astre dans le ciel. D'accord ? C'est ce que font les marins pour connaître leur position sur le bateau. Après, c'est devenu considérer, c'est regarder quelque chose avec intérêt. On oublie l'étoile. D'accord ? On dit considérer, je regarde. Mais au départ, c'est regarder l'astre. Ok. Et à l'inverse, ne pas regarder l'astre, c'est quoi ? Une colle. Je serais tenté de dire décider. Ah, vous n'êtes pas mauvais quand même. Décidérer, décidérare, ça veut dire ne plus regarder l'astre que l'on aime. Et donc, quand vous ne regardez plus ce que vous aimez, s'empare de vous un sentiment de regret. Hein, donc, c'est du regret naît le désir. Donc, décidérare, ça a donné dé, c'est trop, donc ça a donné désir.
étymologiquement, regardez dans un livre d'étymologie, désir, c'est né de l'inverse, desiderare, ne plus regarder l'astre. Ok. C'est joli, hein. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a tournesol, hein. Oui. Astère, une petite fleur qui veut dire astre, qui a la forme de l'astre. Voilà, plein de choses comme ça. Il y en a beaucoup, donc j'en ai 200 et j'ai écrit un livre qui s'appelle Les mots du ciel, où je raconte un peu l'histoire du ciel, l'histoire des étoiles, tous les mots comme lune, lunatique, les lunettes, voilà, lunettes du cabinet, tout ce qu'on veut. L'étoile de mer, qui est la seule qui ne voit pas le ciel. Merci beaucoup, en tout cas, Daniel, pour ces moments qu'on a pu passer ensemble, qui étaient extrêmement intéressants. Merci beaucoup. Merci aussi à vous d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à mettre des commentaires et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.